Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post, la référence des informations à l'Est de la RDC. Les titres: le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda s'engage à mettre en œuvre de mesures de sécurité, y compris des opérations conjointes contre les FDLR, conformément à un accord négocié avec l'aide des États-Unis à partir du mois prochain. À New York, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré discrètement Eric Prince, dirigeant des Frontier Service Group, pour discuter d'un élargissement de leur contrat visant désormais à inclure la maintenance aérienne des FARDC en pleine lutte contre divers groupes armés dont l'AFC M23. C'est tout pour les sommaires. Après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu de commencer à mettre en œuvre des mesures de sécurité dans le cadre d'un accord négocié sous la médiation des États-Unis le mois prochain, selon un communiqué conjoint publié mercredi. Fiston Issemouami. L'accord conclu lors d'une réunion à Washington le 17 et le 18 septembre devrait être mis en œuvre dès le 1er octobre. Les États-Unis, le Qatar, le Togo et la Commission de l'Union africaine ont également publié ce communiqué. Selon Reuters, les pays ont convenu de finaliser ces mesures d'ici la fin de l'année. Les opérations visant à éliminer la menace posée par le groupe armé congolais des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et à faciliter le retrait des troupes rwandaises débuteront entre le 21 et le 31 octobre. Les opérations militaires congolaises ciblant l'FDLR, qui concluent le reste de l'ancienne armée et de milices rwandaises ayant perpétré le génocide de 1994, devraient se terminer au cours d'une période de 90 jours. En juin, le ministre des Affaires étrangères de deux pays ont signé à Washington un accord de paix qualifié d'historique. Le président américain Donald Trump a évoqué plusieurs conflits, dont celui en République démocratique du Congo, qui dure depuis plus de 30 ans. Lors de la réunion de septembre à Washington, le Congo et le Rwanda ont négocié un ordre opérationnel pour faire avancer cet accord et ont convenu de commencer sa mise en œuvre le 1er octobre. Les membres du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont échangé des renseignements pour mieux comprendre la situation sur le terrain, facilitant ainsi une approche progressive pour neutraliser l'FDLR et désengager les forces rwandaises. Dans une interview accordée à CNN, Corneille Nangaa a déclaré ne pas reconnaître les accords signés par Félix Tshisekedi, les considérant illégitimes. Selon l'esprit de l'accord de Washington, sa mise en œuvre devrait être effective après la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'A23, actuellement en négociation à Doha, sous l'égide du Qatar. Malgré plusieurs mois de discussions, le pourparler semble avancer lentement. La question de la libération des prisonniers demeure un obstacle majeur. Les négociations stagnent alors que des combats ont repris dans l'est de la RDC. Les rebelles menacent d'avancer vers Kisangani, Uvira, le Maniema et le Haut-Katanga. La semaine dernière, la S23 a pris le contrôle de la cité stratégique d'Intibira, ouvrant une voie vers le Maniema et la province de Tanganyika, dans l'ancienne province du Katanga. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu en toute discrétion avec Eric Prince, patron de la société militaire privée américaine Frontier Service Group, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, a rapporté mercredi le média Afrique Intelligence. Josper Hangé. La rencontre tenue le 21 septembre visait à discuter d'un possible élargissement du contrat conclu en décembre 2024 avec FSG, initialement centré sur la fiscalité minière. Kinshasa envisage désormais d'impliquer la société dans la maintenance aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon Afrique Intelligence, Eric Prince, ex-fondateur de Blackwater, multiplie les contrats et les contacts à Kinshasa et cherche à se positionner sur le marché stratégique de l'appui militaire alors que le dispositif privé engagé par les FARDC reste éclaté entre plusieurs acteurs étrangers. Les forces armées de la RDC sont en guerre contre plusieurs groupes armés, dont le M23 qui occupe de grandes villes et plusieurs territoires dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a mobilisé
les médias américains lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Lors d'un déjeuner de travail, le 24 septembre 2025, il a répondu à des questions sur la politique interne de la RDC, le processus de paix à Doha et l'accord avec le Rwanda. Tshisekedi a accusé le Rwanda et la M23 de compromettre le processus de paix par les violences. Il a également plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais, affirmant que la communauté internationale devrait agir. Des médias comme Fox News, CNN et le New York Times étaient présents. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a convoqué le comité de supervision de l'ordre opérationnel aux frontières. À l'issue de la réunion, il a rappelé l'obligation pour tous les services de respecter les principes des couvertures et de limiter le nombre d'agents habilités aux frontières. Le comité a réaffirmé la détermination du comité à garantir ordre, discipline et transparence dans la gestion des services aux frontières. En sa qualité du président du comité de supervision de l'ordre opérationnel, son Excellence Jacquemain Chabani-Lucko Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé ce mardi 23 septembre 2025 la réunion de supervision de l'ordre opérationnel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions issues de la 52e réunion du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 qui a demandé au comité de supervision de l'ordre opérationnel de procéder à un audit ciblé et documenté des services opérant actuellement aux frontières, de s'assurer que seul un cadre coordonné, transparent et efficace, d'écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel a réaffirmé l'obligation stricte du respect du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 fixant les services habilités à exercer aux frontières, de l'application rigoureuse de l'ordre opérationnel numéro 234/210 du 27 décembre 2010. La réunion a regroupé les vice-premiers ministres en charge de la Défense représentés et celui des Transports, le ministre de la Santé représenté, le ministre du Commerce extérieur représenté, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise et le responsable des services publics opérant aux frontières, dont le directeur général de la Direction générale des douanes et accises DGDA, le directeur général adjoint de la Direction générale de migration DGEM et la directrice générale du PNHF. À l'issue des travaux, les décisions suivantes ont été arrêtées. 1. Le rappel de l'obligation pour tous les services apparents et non apparents de respecter scrupuleusement le principe de couverture et la limitation des agents habilités, qualifiés et identifiés pour œuvrer aux frontières conformément à l'ordre opérationnel. 2. L'organisation de missions itinérantes des contrôles sur terrain afin de s'assurer de l'application stricte de ces mesures. 3. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel réaffirme sa détermination à garantir l'ordre, la discipline et la transparence dans la gestion des services œuvrant aux frontières de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a mobilisé la police pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Mercredi 24 septembre, il a rencontré le responsable de la police nationale congolaise, y compris la police des circulations routières. Chabani a demandé le renforcement des effectifs de la police des circulations soutenus par des militaires pour mieux réguler les trafics. Il a également demandé à l'inspection générale de la PNC de veiller à la discipline des agents. Nous avons été invités par Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur au sujet diplomatique lié aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et nous venons de voir les instructions fermes de sa part pour que nous puissions mettre en pratique et que nous puissions juguler, si pas à 100%, mais à des pourcentages considérables des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il y a eu des instructions, pas des conclusions, que nous allons mettre en application dès ce lundi par les effectifs de la police de circulation routière, appuyés par les éléments des 14 militaires du bataillon PEM
pour nous accompagner à cette tâche-là. Par rapport aux instructions récits, ce qui fait une particularité qui donne l'espoir qu'il y aurait changement. Rendons-nous à présent à Beni. Des tensions vives ont éclaté entre l'ICSN et les habitants d'Enyaleke après la dévastation de leur culture le 24 septembre. Pour apaiser la situation, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, basé à Beni, Louis Isego Karawa, s'est rendu sur place. Suivez ici. Les faits ont eu lieu ce mercredi 24 septembre 2025. Des éco-gardes de l'ICSN ont détruit des bivouacs et des cultures dans les champs des riverains du parc national de Virunga, près de la ville de Beni. Plus précisément, dans le village Bapakombe-Bakondo, c'est un secteur de Beni-Mbaou, territoire de Beni. Cette situation, à la base d'une forte tension dans cette agglomération, a conduit des paysans à barricader la route Beni-Kassindi en milieu de la journée pour exprimer leur désapprobation face à ce qu'ils qualifient d'actes criminels. Pour apaiser la tension, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire, Louis Segon Karawa, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la situation. Il condamne la violence qui a eu sur place et promet une rencontre entre les autorités locales et l'ICSN afin de mettre fin au conflit. D'ailleurs, l'urgence à laquelle nous sommes venus ici, c'est pour manifester notre compassion et notre solidarité avec eux compte tenu de cette situation qui vient de se passer et que nous allons faire de notre mieux pour qu'ils se sentent à l'aise sur leur terre. Alphonse Taïbo est le chef de village Bapakombe. Il condamne ce qu'il qualifie d'expédition punitive visant des civils, tout en saluant la réponse rapide de l'autorité provinciale. Nous sommes franchement surpris de voir comment ils peuvent mener des actions pareilles et pourtant, dans toutes les réunions, on était en train de nous dire que non, nous allons finaliser d'abord les descentes. Après les descentes, il y aura une réunion de restitution des différents rapports, après quoi il y aura maintenant des pistes de solutions par rapport à ces conflits qui viennent de perdurer. La population, elle, appelle à la délimitation du parc national de Virunga tout en félicitant les autorités pour leur réaction très rapide. Tukakuwa na matumaini kuwasha moto, wakubwa watasikia, watakuya, watatukutana pale. Joni nashukuru sana kukuya ya wakubwa. Ila mzigo yenye na babebesha tu, wasichoki, watufuatilie juu tunateseka sana. Tunaishi juu ya chakula kutoka mshamba. Na hizi shamba ndio tunachunga vile ya Beni. Il convient de signaler qu'il y a eu plusieurs saisies des biens de la part de l'ICSN, notamment des bananes, des planchettes, des motos, des sacs de braises et autres objets qui appartenaient aux riverains du parc national de Virunga. Et sur ordre du vice-gouverneur, tout a été restitué. Toujours à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, les agents du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et des stabilisations PDDRCS vivent un véritable calvaire, exposés aux intempéries et dormant à la belle étoile. Ils observent leur 25e jour des sit-in devant les bureaux du programme pour réclamer 35 mois des salaires impayés. Les détails avec vous, Isaac Bingeve, notre correspondant dans la zone. Selon les grévistes, cette situation plonge leurs familles dans la détresse. Les enfants sont parfois refoulés de l'école et leur éducation compromise. Les parents craignent de rentrer chez eux, mains vides, incapables d'assumer les responsabilités familiales. Jeudi 25 septembre 2025, à 6h40, Patrick Yana, agent du PDDRCS à l'antenne territoriale de Beni, se réveille, nostalgique après une 25e nuit passée loin de sa femme et de ses 5 enfants. Comment je vais quitter ici tel que j'étais sorti de chez moi? Un papa, moi, quand on m'avait nommé dans ce programme, c'est toute la famille qui avait jubilé. Il y a eu fête chez moi, les jours de ma nomination. Mais 35 mois, là nous tendons vers le 36e mois, c'est l'aigrissement des dents qui se vit dans ma famille. Et même la famille, parce que je consomme mon argent de travail ici en ville avec d'autres femmes,
et que je suis devenu responsable alors que je suis payé par l'État. Alors qu'en réalité, je vis la misère. Les manifestants passent la journée autour du feu, se remémorant le jour de leur nomination au programme directement attaché à la présidence de la République. Kambale Pirisi s'interroge. Hawaone hata kwa sababu sisi hatuyawahi kuona hapa hata EFRA ya kusema inakuya juu ya wafanyakazi wa programe ya chef de l'etat yenye kuatashe ku presidency ya Republiki. Hivi ni huzuni sana kwa sababu kunyumba tumetajwa wa Mario na watu ambao wanatukuta njiani walikuwa wanawaza sisi ndio tunapata kazi, lakini leo tuko wazarauliwa ndani ya mji. Certains agents ont même été pris en otage par des groupes armés pendant l'exercice de leurs fonctions, enfermés dans des fosses et relâchés 3 jours plus tard. D'après leurs témoignages, ils utilisaient leurs propres moyens, motos et véhicules, pour effectuer le travail de terrain. La coordination nationale du PDDRCS a, dans un communiqué publié à la mi-septembre, annoncé le lancement du contrôle administratif et de l'identification des agents avant toute autre procédure. Une annonce qui a été perçue par les grévistes comme une tentative de diversion, laissant passer que leur mouvement est ignoré par la coordination. À Kipushi, le ministre d'État en charge de l'agriculture a remis un lot de tracteurs aux agriculteurs du Grand Katanga dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Cette étape marque le début de la mécanisation à la grande échelle pour moderniser l'agriculture congolaise, réduire les importations et atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici des ans. La réunion avec tous les fermiers du Grand Katanga, accompagné de monsieur le ministre provincial de l'agriculture, Yo Katanga, le ministre provincial de l'agriculture de Lualaba et le gouverneur de province de Olomami. Les gestes que nous avons voulu poser aujourd'hui, c'était l'eau de 200 tracteurs que nous remettons aux agriculteurs du Grand Katanga. Donc dans ce lot, il y a un lot pour Tanganyika, il y a un lot pour le Lualaba, il y a un lot pour Olomami et un lot pour le Haut-Katanga. Je voudrais bien dire le message du chef de l'État à tous les fermiers. C'est que maintenant, la révolution agricole agressive a commencé. Nous avons un objectif de 2 ans. Dans 2 ans, nous devons avoir atteint notre point d'autosuffisance alimentaire pour ce qui concerne le maïs, les riz, les haricots et les maniocs. Et les Haut-Katanga, les Lualaba et Olomami, ils vont jouer un rôle central pour réduire notre dépendance au maïs qui vient de la Zambie. Je lance le message à tous les fermiers qui s'installent en Zambie en ne visant que le marché du Grand Katanga. Venez plutôt investir du côté congolais. Puisque dans 2 ans, vous n'aurez plus la possibilité de venir vendre ici parce que nous allons produire nous-mêmes. Nous avons arrêté des stratégies avec les fermiers. Et moi, je me suis engagé devant les fermiers. Là où nous avons des faiblesses, là où il y a des décrets à signer, des arrêtés à signer ou des directives à signer pour encourager le secteur, nous allons le faire sans hésiter. Et ça, je donne ma parole. Et je voudrais aussi que les fermiers soient sérieux, qu'ils produisent davantage pour permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Et donc, nous avons là des tracteurs, ces modèles de case avec lesquels nous avons un partenariat qui va commencer à partir de cette année à produire des tracteurs ici sur place. Donc, c'était l'eau de 200 que nous donnons. Mais dans la perspective, nous avons une commande de 3000 tracteurs qui vont être distribués aux agriculteurs dans tous les pays. Et je crois que c'est ça l'effort que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi-Tshilombo, est en train de mettre avec les autres interventions pour que nous puissions très rapidement accroître notre production alimentaire en République démocratique. Parlons de cette question du service national. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a remis 500 bancs aux écoles publiques de Kinshasa. Cette action s'est inscrite dans le programme Pas d'école sans bancs. Les établissements Camon de Matiti et Fer Emmanuel de Lemba ont chacun reçu 250 bancs fabriqués par des anciens Koulona. Ces planches porries qui garnissaient les salles de classe du complexe scolaire Camo ont désormais cédé la place à ces bancs pupitres. Vous l'avez compris, le service national et son commandant étaient ce mercredi 24 septembre à Matete. Entre leurs mains, 250 bancs d'école. Une dotation au nom du chef de l'État aux 2 instituts techniques industriels et commerciaux
de cet établissement scolaire presbytérien. Doter toutes les écoles publiques en bancs pupitres, telle est l'une des missions assignées au service national par le président de la République. Pour la réussir, ce service s'équipe. Pour mener à bien cette opération et prévenir toute interruption malheureuse dans la distribution, le service national a installé des ateliers modernes de menuiserie à Kinshasa-Nsele, à Kimpese au Congo central, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Mbujimayi dans le Kasaï oriental, à Kananga dans le Kasaï central, et très prochainement, le service national va installer des ateliers à Kikwit, dans le Kwilu, à Chikapa dans le Kasaï, à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Kisangani dans la province de la Chopo. Auteur d'un plaidoyer en faveur de cette école auprès du service national, le député national Baudouin Maillot vante la qualité de ces bancs fabriqués par les bâtisseurs. Pour l'élu Le Mont-en-Bas, la réactivation du service national par le président Tshisekedi est une réussite. Voilà un projet qui a réussi. Un projet initié par le chef de l'État et qui a réussi. Je sais que le service national avait été créé par Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mais avec le président Tshisekedi, le service national a vu ses objectifs élargir, notamment la fabrication et la livraison gratuite des bancs à nos écoles, à nos instituts supérieurs, ainsi qu'à nos universités. De Matete, destination commune de Lemba, et la caravane de la campagne Pas d'école sans banc s'est arrêtée à l'école conventionnée catholique Stalboum. Ici, celui que d'aucuns surnomment l'accompagnateur de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, va remettre également 250 bancs pupitres. À Matete comme à Lemba, à Kamo comme à Stalboum, le corps enseignant a salué l'apport du président de la République qui, à travers le service national, met un accent particulier dans l'amélioration des conditions des apprenants congolais. Ce geste est une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de nos élèves et un signe de la détermination de l'État à offrir de meilleures conditions d'apprentissage à nos enfants. Saisissons tous l'occasion de remercier le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision d'un Congo meilleur, en offrant la gratuité de l'enseignement primaire à notre jeunesse, à qui, en ce jour, il offre des bancs, outils d'apprentissage à travers le service national que dirige de maître le commandant, le lieutenant-général Kassongo-Kabwik Jean-Pierre. Pour le commandant du service national, la remise de ces bancs vise à préparer l'avenir de la République démocratique du Congo à travers l'éducation nationale. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour, messieurs, dames, sur Kivu Morning Post. Nous restons la référence des informations à l'est de la RDC, de programmes pour vous mettre au parfum de l'actualité de l'Est et sur l'étendue de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.